Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant, Mhm. la gestion du temps. Mais pas n'importe comment, vu comme un vrai levier de succès. Exactement. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, c'est la même base pour tout le monde. C'est ça. Pourtant, certains semblent accomplir tellement plus. La question c'est, comment font-ils? Comment ces personnes qui réussissent utilisent vraiment ce temps? C'est le cœur de notre discussion. On va s'appuyer sur les idées d'un texte qui analyse justement ça. Comment les personnes qui réussissent utilisent leur temps. Un texte qui mélange psychologie, recherche sur la productivité et puis des exemples très concrets. D'accord. L'idée c'est donc de décortiquer ça pour en tirer des leçons pratiques, des habitudes qu'on pourrait peut-être adopter? C'est tout à fait l'objectif. Comment on peut optimiser notre propre gestion du temps pour être plus productif, oui, mais aussi plus aligné avec ce qui compte vraiment pour nous à long terme. Alors, par où commencer, hein? Quelle est la première clé selon cette analyse? Le fondement absolu, ça semble être la priorisation. Une priorisation, disons, rigoureuse. Savoir ce qui est important, en somme. Plus que ça, c'est comprendre que toutes les tâches n'ont pas la même valeur. Le texte rappelle ce bon vieux principe de Pareto, le 80-20, tu sais. Ah oui, 80% des résultats viendraient de 20% de nos efforts. Voilà, identifier ces fameux 20%. Un chef d'entreprise qui se concentre sur ses clients les plus rentables, par exemple, plutôt que de s'éparpiller. D'accord. Mais concrètement, au jour le jour, c'est pas toujours évident de faire le tri. Tout peut sembler urgent, non? C'est vrai. Et c'est là qu'interviennent des outils comme la matrice d'Eisenhower mentionnée dans le texte, urgent versus important. Urgent et important. On connaît. Mais souvent, on est happé par l'urgent. Exactement. Et le texte insiste, le vrai levier, c'est le cadran important, mais pas urgent. C'est là qu'on trouve la planification, le développement des compétences, la construction des relations. Des choses qu'on repousse facilement. Je pense à l'exemple de Warren Buffett. On lit souvent qu'il passe énormément de temps à lire, à réfléchir. Tout à fait. C'est pas urgent au sens où il faut étendre un feu, mais c'est absolument capital pour ses décisions à long terme. C'est de l'important non urgent par excellence. Et cet alignement, il faut que ça corresponde à nos valeurs, à notre vision, hein. C'est essentiel, oui. Le texte souligne ça avec l'exemple d'Oprah Winfrey. Apprendre à dire non. Refuser ce qui ne sert pas directement sa mission, ses objectifs profonds. C'est une forme de priorisation aussi. Ok, donc prioriser, c'est la base. Mais une fois qu'on sait ce qui est important, comment on s'assure de le faire? La volonté, ça suffit pas toujours. Non, la volonté, c'est une ressource limitée. C'est pourquoi le texte met en avant l'importance des systèmes et des routines. Les routines, ça peut faire un peu peur, non? On a l'impression de s'enfermer parfois. C'est une crainte compréhensible. Mais l'idée, issue de la psychologie comportementale, c'est que des routines bien pensées, elles réduisent la charge mentale. Elles automatisent le trivial pour libérer notre énergie, notre concentration pour ce qui compte vraiment. Comme une routine matinale pour bien démarrer. Par exemple, le texte cite Elon Musk, qui structure ses débuts de journée, qui vérifie ses mails critiques. Ça donne une impulsion. Et une étude de l'université de Nottingham est mentionnée, montrant que ça améliore la productivité, ça réduit la fatigue liée aux décisions constantes. Donc, ce ne sont pas des carcans rigides, hein? Non, surtout pas. Le texte insiste sur la flexibilité. Ce sont des cadres, des guides qu'on adapte, pas des prisons. L'idée, c'est de minimiser la friction pour faire ce qui est important. Et comme outil pour organiser ça dans la journée, il y a le time blocking, le fait de bloquer des plages horaires. Oui, le blocage de temps. C'est très puissant. Allouer des créneaux spécifiques pour des tâches données. Surtout pour le travail qui demande une concentration intense, le fameux deep work. Bill Gates, apparemment, utilise beaucoup cette méthode. Ça permet de protéger ce temps de concentration contre les interruptions. Voilà, c'est une façon de défendre ses priorités dans son agenda. Très bien. Priorisation, système. Mais il y a des choses qu'on ne peut ou ne devrait pas faire soi-même, j'imagine. La délégation, c'est un autre point abordé. Absolument. La délégation et l'externalisation. C'est reconnaître en fait qu'on ne peut pas être bon partout et qu'on n'a pas le temps pour tout faire. Et ça, c'est souvent difficile, non? Lâcher prise, faire confiance. C'est une compétence clé selon le texte. Ça demande d'identifier les tâches qui sont routinières ou qui demandent une expertise qu'on n'a pas et de les confier, pour pouvoir se concentrer là où on apporte le plus de valeur. Un PDG qui délègue l'administratif, par exemple. Ou qui externalise en travail technique très pointu. Bien sûr, ça demande un investissement au début, pour former, pour établir des processus clairs, et surtout, La confiance. Il y a des chiffres là-dessus, hein?
Oui, le texte mentionne une étude Gallup de 2018. Les leaders qui maîtrisent la délégation auraient une croissance de revenus bien supérieure, jusqu'à 33% de plus. C'est significatif. Impressionnant. Et ça marche aussi pour le perso? Bien sûr, externaliser le ménage, les courses, ça peut libérer un temps fou pour sa famille, pour soi, pour se former. Le temps, comme le dit le texte, c'est la ressource ultime, non renouvelable. Il faut l'utiliser sagement. Ce temps libéré, justement, ça mène à un autre point important. L'apprentissage continu. Consacrer du temps à se développer. C'est fondamental. Les personnes qui réussissent voient le temps comme une opportunité de croissance. Elles intègrent l'apprentissage dans leur emploi du temps. Lire, suivre des formations. Oui, mais aussi ce que le texte appelle la pratique délibérée, c'est-à-dire un entraînement très ciblé, très conscient, pour améliorer une compétence précise. S'adapter est crucial dans notre monde qui bouge si vite. Les Think Weeks de Bill Gates, ces semaines où il s'isole pour lire et réfléchir, c'est un peu ça, hein? C'est un exemple extrême, mais illustratif. Ou des athlètes comme Serena Williams, qui, même au sommet, cherchent toujours à affiner leur technique. Une étude parue dans Nature en 2020 est citée. Elle confirme le lien très fort entre cette pratique délibérée et le niveau d'expertise atteint. Donc, ce n'est pas juste accumuler des connaissances, c'est vraiment s'entraîner à mieux faire. Exactement. Et ça renforce aussi les capacités, la confiance en soi. On a parlé de gérer le temps, mais si on est épuisé, ça sert à quoi? Le texte aborde aussi la question de l'énergie. Ah, c'est un point essentiel et parfois négligé. Gérer son énergie, pas seulement son temps. Parce que le temps, bon, il est fixe, mais notre énergie, elle fluctue. Et elle est renouvelable, si on s'en occupe bien. Comment on fait ça? Les classiques. Exercice physique régulier, sommeil suffisant, peut-être des pratiques comme la pleine conscience. Le texte cite Arianna Huffington, qui défend bec et ongle l'importance du sommeil pour la performance et la prise de décision. Il y a des études qui le montrent. Oui, une étude de 2017 dans la revue Sleep est mentionnée. Elle montre l'impact assez désastreux du manque de sommeil sur nos performances cognitives. C'est pas juste se sentir fatigué, c'est être moins efficace, moins lucide. Et aussi l'idée de travailler avec ses rythmes naturels, la chronobiologie. Tout à fait. Identifier les moments de la journée où on a le plus d'énergie mentale et y placer les tâches les plus exigeantes, celles qui demandent le plus de concentration ou de créativité. Hemingway, qui écrivait le matin, c'est un exemple classique. L'idée, c'est de maximiser son rendement sans s'épuiser totalement. D'accord. Donc on a les priorités, les systèmes, la délégation, l'apprentissage, l'énergie. Une fois qu'on a mis ça en place, c'est bon, hein, on est sur les rails, hein. Pas tout à fait. Le dernier pilier, c'est la réflexion et l'itération. C'est un processus continu. C'est-à-dire? C'est prendre le temps régulièrement de faire un pas de côté. Évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, analyser les résultats de ses actions, de sa gestion du temps. Chercher du feedback peut-être. Pour ajuster le tir. Exactement. C'est un cycle d'amélioration continue. Apprendre de ses erreurs, optimiser ses stratégies. Le texte mentionne le wandering time de Jeff Bezos, ce temps qu'il se réservait pour laisser son esprit vagabonder, pour la pensée créative, la résolution de problèmes un peu hors cadre. Ce n'est pas du temps perdu alors, ce temps de réflexion? Au contraire, des études comme une de 2019 citée dans le texte montrent que ces pratiques réflexives améliorent significativement la prise de décision. Ça permet de corriger le cap avant que les petits problèmes ne deviennent de grosses erreurs. Et cette réflexion, elle doit aussi inclure l'équilibre de vie, j'imagine? Vie pro, vie perso? Absolument. Pour que la performance soit durable, il faut cet équilibre. Allouer consciemment du temps pour ses relations, ses passions, pour prendre soin de soi. Sinon, c'est le burn-out assuré. La réflexion aide à maintenir cet équilibre global. Bon, si on essaie de synthétiser tout ça, les clés d'une gestion du temps réussie d'après notre source, ce serait 1. Prioriser sans relâche, aligner sur sa vision. 2. Mettre en place des systèmes, des routines pour soutenir l'action. 3. Déléguer intelligemment ce qu'on ne doit pas faire soi-même. Oui. 4. Investir constamment dans son apprentissage et le développement de ses compétences. 5. Gérer son énergie aussi bien que son temps, en respectant ses rythmes et ses besoins. Et 6, La boucle de réflexion. S'arrêter, analyser, ajuster, pour toujours s'améliorer. C'est bien ça? C'est exactement ça. L'idée centrale, c'est pas forcément de faire plus de choses, mais de faire mieux les choses qui comptent vraiment. Transformer le temps en un levier puissant. Ça me rappelle la citation de Sénèque que le texte évoque. Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. C'est tellement vrai.
On a du temps, mais on le gaspille souvent. Et le message d'espoir, c'est que ces principes, ce n'est pas réservé à une élite, à des PDG ou des athlètes de haut niveau. Non, pas du tout. C'est ça qui est encourageant. Ce sont des principes accessibles à tous. Ça demande de l'intention, de la discipline, de la pratique, bien sûr, mais chacun peut commencer à les appliquer pour reprendre un peu le contrôle de son temps et le mettre au service de ses objectifs. Voilà, qui donne vraiment à réfléchir. Et pour prolonger cette réflexion, justement, une question pour nos auditeurs. Parmi toutes ces stratégies qu'on a survolées, priorisation, système, délégation, apprentissage d'énergie, réflexion, quelle est celle qui résonne le plus? Celle qui, si on la mettait en œuvre dès maintenant, dès aujourd'hui, pourrait avoir le plus gros impact sur notre propre façon d'utiliser le temps? Oui, quelle serait la toute petite première étape pour amorcer ce changement? C'est une bonne question à se poser. Merci de nous avoir écoutés. Si cette discussion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager autour de vous.